Le soleil de Sonora est impitoyable. Il tombe comme du plomb fondu sur le désert. Sur les cactus saguaro qui lèvent leurs bras vers le ciel, comme pour implorer une pitié qui ne vient jamais. Il y a des chemins dans ce désert qui n'apparaissent pas sur les cartes, des sentiers de poussière et d'oubli qui engloutissent les secrets. Si vous roulez suffisamment vers le nord d'Urès, loin de toute trace de civilisation, vous pourriez trouver l'un de ces chemins, un détour non signalé, un murmure dans le paysage. Et si vous le suivez, si vous osez défier le silence et la chaleur, vous arriverez à un ranch qui n'existe sur aucune carte. El Linaje Escondido, la lignée cachée. Les murs sont hauts, en adobe vieux et fissuré, comme la peau d'un vieillard qui en a trop vu. Il n'y a pas de fenêtre donnant sur l'extérieur. Seulement un portail en fer massif, rouillé par des décennies de soleil et d'isolement. Les rares personnes qui vivent dans les environs, à des kilomètres de là, parlent à voix basse. Elles racontent des histoires, des légendes sur une famille qui ne se mélange pas. Les de la Garza. Ils disent que le sang de cette famille est différent. Pur, affirment certains. Maudit, murmurent d'autres. Ils racontent que les femmes de ce ranch ne partent jamais. Elles naissent, grandissent et meurent derrière ces murs, et que leurs maris ont toujours le même sang. Des cousins qui épousent des cousines. Encore et encore. Génération après génération. Une loi imposée par une matriarche à la volonté inébranlable. Une femme qui a décidé de sceller sa lignée au monde pour la protéger, pour la garder pure. Le résultat fut un enfer privé, un jardin de secrets génétiques et de tragédies silencieuses. Une horreur qui s'est développée dans l'obscurité, alimentée par le dogme et la peur. Je m'appelle Matteo Del Valle, et voici Realidad Prohibida. Ce n'est pas une histoire facile à écouter. Il n'y a pas de héros évidents ni de méchants caricaturaux. Il n'y a que des victimes. Et un système qui a préféré détourner le regard. Si vous pensez que ces histoires doivent être racontées, si vous pensez que le silence est complice de l'horreur, alors restez, abonnez-vous, rejoignez cette communauté. Car chaque vue, chaque commentaire est une lumière dans l'obscurité, un cri qui brise le silence. L'histoire commence non pas au ranch, mais à des centaines de kilomètres de là, dans une salle de rédaction animée à Hermosillo. C'est là que travaillait Santiago, un jeune journaliste de 25 ans. Il en avait assez. Assez d'écrire sur les inaugurations de centres commerciaux, sur les discours creux des politiciens locaux. Il cherchait quelque chose de réel, quelque chose qui ait de l'importance. Il ne savait pas qu'il était sur le point de le trouver. Un mardi après-midi, il a trouvé une enveloppe sur son bureau, sans expéditeur. Son nom, Santiago Mendoza, était écrit d'une calligraphie tremblante. À l'intérieur, il n'y avait qu'une feuille de papier arrachée d'un cahier. Et sur celle-ci, une seule phrase. A El Linaje Escondido. Les filles n'ont pas d'avenir. Santiago sentit un frisson le parcourir. Le nom du ranch lui disait quelque chose. Une de ces légendes locales que les anciens racontent pour effrayer les enfants. Il considéra cela comme une blague de mauvais goût. Mais il ne jeta pas le mot. Il le glissa dans la poche de sa veste. Cette nuit-là, il ne put dormir. La phrase résonnait dans sa tête. Les filles n'ont pas d'avenir. Il y avait du désespoir dans ces mots. Un appel à l'aide enfermé dans de l'encre bleue. Le lendemain, il montra le mot à son éditeur. Un homme cynique et fatigué. L'éditeur le regarda par-dessus ses lunettes. Il eut un rire sec. La lignée cachée? Cette histoire d'horreur? Santiago, je t'en prie.
Nous avons une économie à couvrir. Laisse tomber les fantômes. Il lui rendit le papier. Concentre-toi sur les vraies nouvelles, mon garçon. Santiago ressentit une pointe de frustration, de colère. Mais en dessous, autre chose, une étincelle. L'instinct que tout bon journaliste connaît. Le sentiment qu'il y a autre chose. Quelque chose de pourri sous la surface. Il décida d'enquêter de son côté. Après le travail, pendant son temps libre, il commença par les archives municipales. De la poussière et du papier. L'odeur du temps oublié. Il chercha des registres fonciers. Il trouva. Le ranch El Linaje Escondido. Propriété de la famille de la Garza depuis la fin du XIXe siècle. Un vaste terrain au milieu de nulle part. Isolé. Parfait pour garder des secrets. Il chercha ensuite des registres de naissance. Il a cherché dans les villages proches du ranch. Rien. Aucune naissance enregistrée sous le nom de la Garza au cours des 50 dernières années. Impossible. Une famille ne cesse pas simplement de naître. Il a cherché les registres scolaires. Rien. Les enfants de la Garza n'allaient pas à l'école. Ils n'existaient pas pour le système éducatif. Il a cherché les registres médicaux. Aucune visite à l'hôpital. Aucune consultation médicale. C'était comme s'ils étaient des fantômes. Une famille entière vivant hors du réseau, hors de la vue de tous. Santiago sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était plus une légende. C'était une anomalie. Un trou noir dans les registres de l'État. Il continua à creuser. Il a examiné les dossiers de la police. Des décennies de rapports. Et puis, il l'a vu. Un rapport datant de 1998. Il y a 20 ans. Cas de personnes disparues. Une jeune fille de 16 ans retrouvée sur la route nationale. Désorientée, sous-alimentée. Son nom, Isabelle de la Garza. Adresse, Rancho El Linaje Escondido. Le rapport était succinct, presque négligent. La mineure a été rendue à sa famille. La matriarche, Elvira de la Garza, affirme que la jeune fille est mentalement instable et encline au fantasme. Affaire classée. Affaire classée. Deux mots qui ont scellé un destin. Le système a trouvé une fille qui fuyait quelque chose et l'a renvoyée directement à la source de sa terreur. Sans poser de questions, sans enquête. Santiago sentit un nœud se former dans son estomac. Isabelle. Qu'était-elle devenue? Qu'avait-elle vu? Que savait-elle? Pourquoi fuyait-elle? Il savait ce qu'il devait faire. Il devait se rendre là-bas. Il demande une semaine de vacances. Il mentit à son éditeur, lui disant qu'il rendait visite à sa famille. Il fit le plein de son vieux break. Il emporta une bouteille d'eau, un carnet et un appareil photo. Et il se mit à rouler vers le nord. L'asphalte fit place à la terre. La terre fit place à la poussière. Le réseau de son téléphone portable disparut. Le monde moderne s'évanouit dans le rétroviseur. La chaleur était étouffante. L'air vibrait sur le capot de la voiture. Le silence était absolu. Seul le crissement des pneus sur le gravier le rompait. Il avait l'impression d'entrer dans une autre dimension. Un endroit où le temps s'était arrêté. Et puis, il l'aperçut. Le portail en fer, rouillé, imposant. La lignée cachée. Il n'y avait pas de sonnette. Aucun moyen d'annoncer son arrivée. Seulement une chaîne épaisse et un cadenas de la taille d'un poing. Santiago descendit de la voiture. La chaleur le frappa comme un mur physique. Le silence était si profond que ses oreilles bourdonnaient. Il s'approcha du portail. Le métal était chaud au toucher. Il regarda à travers les barreaux. Il ne vit rien. Seulement un chemin de terre qui se perdait entre les arbres secs.
Aucun signe de vie. Ni animaux, ni personne. Mais il sentait qu'on l'observait, une sensation primitive. La certitude que des yeux invisibles suivaient chacun de ses mouvements depuis l'obscurité de la maison. Quelque part au bout de ce chemin, son cœur battait fort. La sueur perlait sur son front. Que faisait-il là? Il était journaliste, pas explorateur. C'était de la folie. Il était sur le point de faire demi-tour, de retourner en sécurité à Hermosillo, d'oublier l'article, le rapport de police, la ferme. Mais alors, il pensa à Isabelle, la jeune fille de 16 ans ramenée à cet endroit. Il pensa à la phrase écrite sur le papier. « Les filles n'ont pas d'avenir. » Il cria. « Bonjour. Il y a quelqu'un » Sa voix était faible, absorbée par le vaste silence. Rien. Il cria à nouveau, plus fort. « Je suis journaliste. Je viens d'Hermosillo. » Silence. 1 minute. 2 minutes. Alors qu'il était sur le point d'abandonner, il entendit un bruit. Le grincement métallique d'un verrou. Lent, lourd. Le portail s'entr'ouvrit. Une femme apparut dans l'embrasure. Elle était âgée, mais pas frêle. Son dos était droit comme un piquet. Ses cheveux, entièrement blancs, étaient eux rassemblés en un chignon sévère. Ses yeux étaient noirs et pénétrants. Des puits d'obscurité dans un visage sillonné de rides. C'était Elvira de la Garza, la matriarche. Elle le regarda de haut en bas. Son regard n'était pas hostile. C'était pire. C'était un regard évaluateur. Comme celui d'un entomologiste examinant un insecte. « Que voulez-vous » dit-elle. Sa voix était comme le frottement du sable sec. Santiago déglutit. La peur lui avait asséché la bouche. « Je m'appelle Santiago Mendoza. Je suis journaliste. J'aimerais vous poser quelques questions sur l'histoire de votre famille. » Une réponse préparée. Elle semblait stupide à présent. Elvira ne cligna pas des yeux. Un léger sourire, si on pouvait l'appeler ainsi, courba ses lèvres fines. « L'histoire de ma famille n'est pas à vendre, jeune homme. »« Je ne suis pas venu pour l'acheter, » répondit Santiago, surpris de son propre sang-froid. « Je suis venu pour l'écouter. » La matriarche l'étudia longuement. Le soleil tapait fort. Santiago sentait la sueur couler dans son dos. Il crut qu'elle allait lui fermer la porte au nez. Mais au lieu de cela, Elvira ouvrit davantage la porte. « Entrez, » dit-elle. « Mais sachez une chose. La curiosité est une soif dangereuse dans le désert. » Santiago entra. La porte se referma derrière lui avec un bruit sourd et définitif. Le bruit d'un piège qui se referme. Le monde extérieur avait disparu. Le chemin menait à une grande maison. Une hacienda de style ancien, robuste, silencieuse. Les fenêtres étaient recouvertes de lourds volets en bois. L'air était lourd, chargé de quelque chose, de tristesse, de secret. Sur le porche, assises dans des fauteuils à bascule, se trouvaient 3 femmes. Elles étaient jeunes, peut-être entre 20 et 30 ans. Elles étaient habillées de manière similaire, avec des robes simples et longues, aux couleurs ternes. Leurs cheveux foncés étaient tressés. Mais ce qui glaça le sang de Santiago, ce furent leurs yeux. Ils étaient vides. Ils regardaient devant eux, sans rien voir. Ils se balançaient lentement, à un rythme monotone et sans vie. Elles ne réagirent pas à son arrivée. Elles ne le regardèrent pas. Elles ressemblaient à des poupées de porcelaine oubliées dans un grenier, belles et cassées. « Mes petites filles » dit Elvira, suivant son regard. Il n'y avait aucune fierté dans sa voix, seulement une constatation. Santiago sentit un nœud de terreur se former dans sa gorge. C'étaient elles, les filles qui n'avaient pas d'avenir. Elvira le guida à l'intérieur
La maison était sombre et fraîche. Elle sentait le vieux bois, les herbes séchées et autre chose. Le confinement. Le mobilier était ancien et lourd. Tout était impeccablement propre, rangé, un ordre oppressant. Elle le conduisit dans un salon. Elle lui fit signe de s'asseoir dans un fauteuil rigide. Elle s'assit en face de lui, ses yeux noirs fixés sur lui. « Vous n'êtes pas le premier à venir fouiner, » dit-elle calmement. Il y a de nombreuses années, un homme du gouvernement est venu. Il a posé des questions. Il est reparti les mains vides. Elle fit une pause. Cet endroit a le don de garder ses secrets. Quel secret ? Osa demander Santiago. Elvira sourit à nouveau de ce sourire sans joie. Ceux qui nous maintiennent purs. Ceux qui nous protègent du monde malade qui existe à l'extérieur. Elle désigna vaguement la porte. Un monde de sang mélangé, de faiblesse, de péché. Sa voix se chargea d'une conviction fiévreuse. Ici, le sang est fort. Le sang est sacré. Et nous faisons tout ce qui est nécessaire pour le protéger. À ce moment-là, l'une des jeunes filles qui se trouvait sous le porche entra dans la pièce. Elle se déplaçait avec une lenteur étrange, presque comme si elle marchait sous l'eau. Elle portait un plateau avec 2 verres d'eau. Lorsqu'elle s'approcha, Santiago put la voir plus clairement. Elle avait un beau visage aux traits fins. Mais son regard était perdu. Et sur le côté gauche de son visage, juste sous l'œil, il y avait une fine cicatrice blanche, comme la marque d'une larme qui se serait solidifiée. Elle posa le plateau sur une petite table entre eux. Ses mains tremblaient légèrement. Elle ne regarda pas Santiago, elle ne regarda pas sa grand-mère. « Merci, Sofia », dit Elvira doucement. La jeune fille, Sofia, acquiesça sans parler et quitta la pièce avec la même lenteur fantomatique. Santiago resta à regarder le verre d'eau. Sa soif avait disparu. Il ressentait désormais un froid profond. Un froid qui n'avait rien à voir avec la température de la maison. « Vous avez parlé de protéger le sang, » dit Santiago, se forçant à parler. « Que voulez-vous dire ?» Elvira prit son verre et but une gorgée. Elle l'observa par-dessus le bord du verre. « Cela signifie que notre famille ne se contamine pas. Les fils de mes fils épousent les filles de mes filles. Il en a toujours été ainsi. Et il en sera toujours ainsi. » Elle le dit avec le naturel de quelqu'un qui commente la météo, comme s'il s'agissait de la loi la plus logique de l'univers. L'horreur de la situation frappa Santiago avec une force physique. Ce n'était pas une métaphore. Ce n'était pas une exagération. C'était réel. Il était assis face à l'architecte d'un cauchemar générationnel. Une femme qui avait transformé son foyer en une prison génétique. Ses filles, ses petites filles, contraintes à une vie d'inceste. Il eut un haut-le-cœur, un goût métallique dans la bouche, le goût de la peur. Il regarda autour de lui. Les murs semblaient se refermer sur lui. L'air était lourd, difficile à respirer. Il devait sortir de là. Mais il savait qu'il ne pouvait pas partir. Pas encore. Pas sans comprendre. Pas sans trouver un moyen d'arrêter cela. Et vos filles, vos petites filles, sont-elles d'accord avec cela ? Demanda-t-il, même s'il connaissait déjà la réponse. La question sembla amuser Elvira. L'accord n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de la volonté de Dieu et de la pureté du sang, répondit-elle. Elles comprennent leur devoir. On leur enseigne cela dès leur naissance. Santiago repensa au regard vide des femmes sur le porche. Ce n'était pas de la compréhension, c'était de l'annulation, l'éradication systématique de l'âme. L'une d'elles n'était pas d'accord, dit Santiago.
sa voix n'étant qu'un murmure. Isabelle. Le nom flottait dans l'air dense de la pièce. Pour la première fois, le sang-froid d'Elvira se brisa. Une ombre passa dans ses yeux. Un éclair de fureur glaciale. Isabelle était faible, siffla-t-elle. Elle était contaminée par des idées venues de l'extérieur. Nous avons dû la corriger. La corriger ? Répéta Santiago. Que lui avez-vous fait ? Elvira posa son verre sur la table d'un coup sec. Ce qui était nécessaire, dit-elle d'une voix tranchante comme un couteau. Monsieur Mendoza, je pense que cette conversation est terminée. Vous avez satisfait votre curiosité. Maintenant, partez. Elle se leva. L'entretien était terminé. Mais Santiago savait que l'histoire ne faisait que commencer. En se levant, son regard se posa sur un détail qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Sur l'un des murs, il y avait une série de portraits peints, des portraits de jeunes femmes. Toutes avaient les mêmes cheveux foncés et les mêmes traits fins, les fiancées de la lignée. Et sur tous les portraits, les artistes avaient peint leurs yeux. Mais ce n'étaient pas des yeux normaux. Ils étaient vides, blancs, sans pupilles, comme si le peintre savait que l'âme derrière ces visages n'existait plus. La terreur s'empara de lui. Une terreur pure et viscérale. Il comprit qu'il n'était pas dans une maison. Il était dans un mausolée pour les vivants. Elvira l'accompagna jusqu'à la porte. Chacun de ses pas était délibéré, ferme, comme si elle mesurait la terre qui lui appartenait. Santiago sentait son regard planté dans sa nuque. Il n'osa pas se retourner. Vers les femmes sous le porche, vers les portraits aux yeux vides. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte, Sofia était là. La jeune fille à la cicatrice en forme de larme. Elle balayait la poussière avec un balai en paille. Ses mouvements étaient lents, absents. Un automate accomplissant une tâche insignifiante. Elvira ouvrit le cadenas. Le grincement du métal fut le son le plus doux que Santiago ait jamais entendu de sa vie. Le son de la liberté. « Ne revenez pas ici, monsieur Mendoza, » dit Elvira. Ce n'était pas une menace. C'était un ordre. Votre monde et le mien ne doivent pas se rencontrer. Santiago sortit sans dire un mot. Juste au moment où le lourd portail commençait à se refermer, Sofia, la jeune automate, trébucha. Ou fit semblant de trébucher. Le balai tomba dans un bruit sourd. Elle tomba à genoux, à quelques centimètres des pieds de Santiago. « Inutile !» siffla Elvira de l'autre côté du portail. Santiago, par pur instinct, se baissa pour l'aider. « Ça va ?» lui demanda-t-il. Elle ne le regarda pas. Elle gardait la tête baissée. Mais tandis qu'il l'aidait à se relever, ses doigts effleurèrent les siens. Ils étaient froids, froids comme la glace. Et lors de ce bref contact, il ressentit quelque chose. Un petit objet en papier, plié jusqu'à devenir minuscule, pressé contre sa paume. Ce ne fut qu'un instant, moins d'une seconde. Puis elle s'éloigna, ramassa son balai et rentra dans la maison sans se retourner. Le portail se referma dans un dernier claquement. Le cadenas cliqua. Il était dehors. Santiago resta immobile un instant. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. Il regarda sa main fermée. Il pouvait sentir le petit bout de papier à l'intérieur. Un secret. Une braise au milieu d'un enfer glacé. Il courut vers sa voiture. Il démarra le moteur. Il ne regarda pas en arrière. Il roula plusieurs kilomètres, jusqu'à ce que le ranch ne soit plus qu'un mauvais souvenir dans le rétroviseur. Puis, il s'arrêta sur le bord de la route poussiéreuse. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine ouvrir la paume. Le papier
était un morceau arraché d'une serviette, plié encore et encore. Avec précaution, il le déplia. À l'intérieur, il y avait 2 mots, écrits d'une écriture enfantine et désespérée. Le puits. Sous les mots, il y avait un dessin maladroit. Un cercle, et à côté, un arbre avec une branche cassée pointant vers le bas. Le puits. Santiago sentit l'air s'échapper de ses poumons. C'était un message. Une carte. Un appel à l'aide venu de l'autre côté de la tombe. Car c'est ce qu'était cette cabane. Une tombe. La nuit commençait à tomber sur le désert. Le ciel se teintait d'orange et de violet vif. Il devait repartir. Il ne pouvait pas entrer. Mais le message ne pointait pas vers l'intérieur. Il pointait vers quelque chose à l'extérieur, ou à la périphérie. Il fit demi-tour, mais s'arrêta à 1 kilomètre de la ferme. Il éteignit les phares. Il gara la voiture derrière des rochers. Il parcourut le reste du chemin à pied. L'obscurité dans le désert est totale, absolue. Il n'avait que la lumière de son téléphone portable, un phare insignifiant dans un océan de noirceur. Il marcha autour du ranch, suivant la clôture en fil de fer barbelé qui s'étendait au-delà des murs en adobe. Kilomètre après kilomètre. Les sons du désert l'enveloppaient. Le ululement d'un hibou, le murmure du vent. Chaque ombre semblait être une menace. Il cherchait l'arbre. L'arbre avec la branche cassée. Cela lui prit près de 2 heures. Et puis, il le vit. Un vieux mesquite tordu. L'une de ses branches principales était cassée par la foudre et pointait directement vers le sol, comme un doigt accusateur. Santiago suivit la direction de la branche. Il s'enfonça d'une 20aine de mètres dans les broussailles. Et il était là, caché sous les buissons et l'herbe sèche. Une structure circulaire en pierre, recouverte de lourdes planches de bois pourri. Le puits. Son cœur s'arrêta de battre. L'air devint glacial. Il était au bon endroit. Avec un effort immense, il retira les planches. Le bois craqua en protestant. Une odeur nauséabonde s'échappa de l'obscurité. Une odeur d'humidité stagnante, de pourriture, de mort. Il dirigea la lumière de son téléphone vers l'intérieur. Le puits n'était pas profond, peut-être 10 mètres. Il était sec. Le fond était recouvert de détritus et de feuilles, et d'autres choses. Au début, il ne distinguait pas bien. Cela ressemblait à un tas de chiffons. Mais en dirigeant la lumière, il vit les os petits. Des os d'animaux, peut-être. Mais parmi eux, il y avait quelque chose qui n'avait pas sa place là. Une boîte métallique rouillée. La terreur et la curiosité se disputaient en lui. Il ne pouvait pas descendre. Mais il devait savoir ce qu'il y avait dans cette boîte. Il retourna à la voiture. Il trouva une corde de remorquage dans son coffre. Il retourna au puits. Il attacha la corde au tronc du mesquite et, déglutissant, il commença à descendre dans l'obscurité nauséabonde. Chaque mètre était une agonie. L'odeur devenait plus forte. Le froid plus intense. Finalement, ses pieds touchèrent le fond. La lumière de son téléphone était vacillante. Elle éclairait une scène macabre. Des os de chiens, de coyotes, et la boîte. Elle était fermée, mais pas cadenassée. Il la souleva. Elle était lourde. Il remonta, le cœur battant à tout rompre. Une fois dehors, loin de l'odeur nauséabonde du puits, il s'assit sur le sol poussiéreux et ouvrit la boîte. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu qui avait autrefois été blanc, se trouvait un journal intime. Un journal à couverture rigide et bleue. Et sur la première page, écrit dans la même écriture enfantine que le message, se trouvait un nom.
Isabelle de la Garza. Santiago ouvrit le journal intime avec des mains tremblantes. Les pages étaient remplies d'une écriture serrée. L'histoire secrète de la lignée cachée. La voix de la petite fille qui avait osé s'enfuir. Il lut pendant des heures, à la lumière de son téléphone. Chaque mot était un coup de poing. Chaque phrase, une fenêtre sur l'enfer. 15 mai 1996. Aujourd'hui, j'ai eu 14 ans. Grand-mère Elvira m'a dit que je serais bientôt une femme. Et que mon cousin Germain, Ricardo, sera mon mari. Je lui ai dit non, que Ricardo me fait peur. Elle m'a enfermé dans la chambre sombre. Elle dit que je dois purifier mes pensées. Santiago sentit un frisson le parcourir. La normalité avec laquelle la petite fille écrivait sur l'horreur était la chose la plus effrayante. 3 septembre 1996. Maman pleure la nuit. Je l'entends à travers le mur. Elle aussi a épousé son cousin, mon père. Parfois, quand grand-mère ne regarde pas, elle me dit que le monde extérieur est grand, qu'il y a d'autres couleurs, d'autres hommes. Puis elle prend peur et me demande d'oublier. Que c'est un péché de penser ainsi. Le journal décrivait la vie au ranch, une routine de fer, des prières, des tâches ménagères, des leçons dispensées par Elvira, des leçons sur la pureté du sang, sur la méchanceté du monde extérieur, sur le devoir sacré des femmes de la Garza. Donner naissance à des enfants pour leurs cousins, maintenir la lignée. 12 janvier 1997. Ma sœur aînée, Elena, a accouché aujourd'hui. Le bébé est né mal formé. Il lui manque des doigts à la main gauche. Et il ne pleure pas. Il émet seulement un bruit étrange. Grand-mère Elvira l'a emmené. Elle a dit que Dieu l'avait réclamé. Nous n'avons plus revu le bébé. Elena n'a pas dit un mot depuis. Elle se balance simplement sous le porche. Santiago a dû s'arrêter. Les nausées l'étouffaient. Le bébé, réclamé par Dieu. L'avait-il jeté dans le puits? Était-ce ses os? Il sentit le goût amer de la bile dans sa gorge. Il continua à lire. Le mariage forcé d'Isabelle avec son cousin Ricardo. Un jeune homme renfrogné et violent. Les nuits de terreur silencieuses. Et puis, la décision de s'enfuir. 4 juin 1998. Je n'en peux plus. Ricardo m'a encore frappé. Grand-mère dit que c'est ma faute. Que je ne suis pas une épouse soumise. Demain soir, quand tout le monde dormira, je m'enfuirai. Maman m'a donné ses économies. Quelques billets froissés. Elle m'a dit de courir et de ne pas regarder en arrière. J'ai caché mon journal dans la boîte métallique de mon père et je vais la jeter dans le vieux puits. Si je n'y arrive pas, je veux que quelqu'un soit au courant, que quelqu'un sache ce qui se passe ici. Le cœur de Santiago se serra. C'était le récit de sa fuite. Celui qui s'est terminé par le rapport de police. Mineur renvoyé dans sa famille. Mentalement instable. Affaire classée. Ce qui suivait était encore pire. Isabelle avait continué à écrire. Elle avait récupéré son journal après que la police l'ait renvoyé. 28 juillet 1998. Je suis de retour. Ils m'ont retrouvé. La police m'a ramené. Ils ont raconté à grand-mère tout ce que je leur avais dit. À propos des mariages. À propos des bébés. L'officier a ri. Il a dit à grand-mère que j'avais beaucoup d'imagination. Ils m'ont remise à elle. Et la porte du ranch s'est refermée. Le regard de ma grand-mère, je ne l'oublierai jamais. Ce n'était pas de la colère, c'était de la victoire. Santiago ferma les yeux. Il pouvait voir la scène. L'officier condescendant, l'adolescente terrifiée, la matriarche récupérant sa prisonnière. Le système n'a pas seulement échoué. Le système s'est rendu complice.
Il a remis la victime à son bourreau avec une petite tape dans le dos. La correction d'Isabelle fut brutale. Le journal la décrivait avec des détails effrayants. Août 1998. Je suis de nouveau dans la pièce sombre. Mais cette fois, c'est différent. On ne me laisse pas seul. Chaque jour, ma grand-mère vient me voir. Elle me lit des passages de la Bible qu'elle a elle-même réécrits. Elle parle de la souillure de mon corps, contaminé par le regard des étrangers. Elle dit qu'il doit être purifié par la douleur. Ricardo vient aussi. Il est l'instrument de ma purification. Les pages suivantes étaient presque illisibles. Tachées de larmes, des phrases brisées, le récit d'un abus systématique, physique, psychologique, sexuel. Un processus conçu pour la briser, pour effacer son identité, pour la transformer en l'une des poupées vides du porche. Santiago ne pouvait plus continuer à lire. Il jeta le journal par terre. Il se plia en deux, vomissant dans la poussière du désert. Son corps tremblait de manière incontrôlable. Le froid ne venait pas du désert. C'était un froid qui venait de l'intérieur, de la compréhension de la capacité humaine à la cruauté, et de l'indifférence du monde qui la laisse s'épanouir. Après un long moment, il se ressaisit. Il tremblait. Il ramassa le journal. Il fallait qu'il sache comment cela se terminait. Les dernières entrées dataient de plusieurs mois plus tard. L'écriture avait changé. Elle était plus ronde, plus simple, enfantine. 15 décembre 1998. Aujourd'hui, grand-mère m'a dit que j'étais une gentille fille, que mon sang était à nouveau pur. Ricardo m'a apporté une fleur du jardin. Je n'ai plus peur de lui. C'est mon mari. C'est mon devoir. 3 janvier 1999. Je suis enceinte. Grand-mère est contente. Elle dit que ce sera un garçon fort, un vrai de la Garza. Je suis contente. C'est mon devoir de l'être. La dernière page était presque vierge, juste une phrase. Parfois, je rêve que je cours. Mais je ne me souviens plus où. C'est fini. Le journal s'arrêtait là. La correction avait fonctionné. Ils avaient tué Isabelle. Et ils avaient laissé son corps marcher. Une coquille vide. Était-elle l'une des femmes sous le porche? Laquelle? Ou peut-être n'était-elle plus en vie? Santiago resta assis dans l'obscurité pendant des heures. Le journal d'Isabelle sur les genoux. Il n'était plus un journaliste à la recherche d'un scoop. Il était un témoin. Et le poids de ce témoignage était presque insupportable. Il savait qu'il ne pouvait pas garder cela pour lui. Ce n'était pas un article pour le journal local. C'était un crime. Des crimes, des meurtres, des abus, des enlèvements. Tout cela caché à la vue de tous. Protégé par l'isolement et la légende, et par la négligence des autorités. À l'aube, il prit une décision. Il se rendit directement à Hermosillo, pas à la rédaction, mais au bureau du procureur général de l'État. Il emportait la boîte métallique, le journal, la preuve. Naïvement, il croyait que cela suffirait. Il croyait que la vérité, une fois révélée, serait imparable. Il était sur le point d'apprendre une nouvelle leçon. Une leçon sur le système, sur son inertie, son apathie et sa capacité à broyer la justice jusqu'à la réduire en poussière bureaucratique. Il entre dans le bâtiment du parquet, un labyrinthe de couloirs gris et d'odeurs de café rance. Il demande à parler à quelqu'un chargé des crimes graves. Après une longue attente, il fut reçu par un agent du ministère public. Un homme d'âge moyen, le visage marqué par l'ennui. Santiago lui raconta tout. La ferme, la matriarche, les femmes vides, le puits, le journal. Il parlait avec l'urgence de quelqu'un qui a vu l'horreur face à face. L'agent écoutait sans changer d'expression. Il acquiesçait de temps en temps.
Lorsque Santiago eut terminé, il posa la boîte contenant le journal sur le bureau. « Voici la preuve, dit-il. La voix d'une des victimes. » L'agent n'ouvrit pas la boîte. Il la repoussa d'un coup d'index. Il se cala dans son fauteuil, qui poussa un gémissement fatigué. « Écoutez, jeune homme, » commença-t-il d'un ton infiniment condescendant. « J'apprécie votre zèle civique. » Il fit une pause, comme s'il cherchait le mot juste. « Mais ce qui m'amène ici est compliqué. » « Compliqué ?» répéta Santiago, incrédule. « Ce sont des crimes. Il y a des gens qui souffrent là-dedans. » L'agent soupira. Le soupir d'un homme qui a entendu trop d'histoires. Tout d'abord, ce journal, légalement, il est contestable. Vous l'avez obtenu en pénétrant dans une propriété privée. C'est le fruit de l'arbre empoisonné, vous comprenez? Un bon avocat le démolirait au tribunal. Santiago le regarda, stupéfait. Deuxièmement, la plupart des événements que vous décrivez se sont produits il y a plus de 20 ans. La plupart des crimes potentiels sont déjà prescrits. Prescrits ? Murmura Santiago. La douleur est-elle prescrite? La terreur est-elle prescrite? L'agent l'ignora. Et troisièmement, et c'est le plus important, les de la Garza. Sont les de la Garza. Ils sont sur ces terres depuis plus d'un siècle. Ils ne dérangent personne. Personne ne les dérange. C'est un accord tacite. Ouvrir cette boîte, dit-il en montrant le journal. C'est ouvrir la boîte de Pandore. Des problèmes politiques, des problèmes fonciers, vous n'avez pas idée. Santiago sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il écoutait la voix du système. Et ce n'était pas une voix de justice. C'était une voix de convenance, d'apathie, de peur. « Alors, vous n'allez rien faire ?» demanda-t-il, la voix tremblante de rage et de désespoir. L'agent haussa les épaules. Un geste minime, dévastateur. « Je vous suggère de déposer une plainte officielle. Remplissez le formulaire 3A. Décrivez les faits. Nous ouvrirons un dossier. Un numéro de référence vous sera attribué. Et une enquête sera menée en temps voulu. Le dossier. Le numéro de référence. Le système ne recherchait pas la justice. Il cherchait à classer l'horreur dans des dossiers. À la trier. À l'archiver jusqu'à ce qu'elle soit oubliée. Comme le rapport d'Isabelle de 1998. Santiago se leva. Il se sentit pris de vertige. La pièce semblait pencher. Il prit la boîte métallique. Le journal d'Isabelle lui semblait incroyablement lourd dans ses mains. C'était le poids d'une vie ignorée, d'une tragédie dont personne ne se souciait. Il sortit du bureau. Il marcha dans le couloir gris. Personne ne le regarda. Il était invisible. Comme Isabelle. Comme les femmes du porche. Comme toutes les victimes dont les cris se perdent dans les méandres de la bureaucratie. Le système n'était pas défaillant. Il était conçu pour fonctionner ainsi, pour se protéger lui-même. Pas pour protéger les gens. Santiago était de nouveau dans la rue. Le soleil d'Hermosillo le frappait avec sa fureur habituelle. Mais il ne sentait pas la chaleur. Il ressentait un froid qui lui transperçait les os. Le froid d'un bureau climatisé. Le froid d'un système sans âme. Il s'accrocha à la boîte métallique. C'était la seule chose réelle dans un monde de formulaires et de dossiers. Le journal d'Isabelle. Une encre. Une responsabilité. Il conduisit sans but dans la ville. Les rues étaient pleines de gens, de voitures, de bruit, de vie. Un univers parallèle au silence de la ferme. Personne ne savait, personne ne s'en souciait. La vie continuait, indifférente à l'enfer qui brûlait à seulement quelques centaines de kilomètres de là.
Il arrive à son petit appartement. Il ferma la porte, et le bruit de la ville s'atténua. Mais le silence qui resta n'était pas un silence de paix. C'était le silence du puits, le silence des femmes sous le porche. Il pose la boîte sur la table de la cuisine. Il la regarda longuement. Il pouvait la jeter. Il pouvait tout oublier. Retourner à son travail, écrire sur des politiciens souriants. Il pouvait obéir et vivre. Mais l'image de Sophia trébuchant, le contact de ses doigts glacés, le petit bout de papier dans sa main. Le puits. Ce n'était pas une demande. C'était un transfert. Elle lui avait passé le flambeau. Et maintenant, il brûlait. Il ne dormit pas cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les portraits aux yeux blancs. Il entendait la voix d'Elvira. Le sang est sacré. Il sentait le poids des décennies de souffrance enfermées dans ces murs d'adobe. À l'aube, il prit une décision. Si le système ne voulait pas écouter, il ferait en sorte que tout le monde écoute. Si les couloirs gris du parquet étaient une impasse, il créerait sa propre avenue. Il s'assit devant son ordinateur portable. L'écran était blanc. Un miroir de sa propre impuissance, ou une toile vierge. Il ouvrit le journal d'Isabelle, et il commença à écrire. Ce n'était pas un article. C'était un témoignage, un exorcisme. Ses doigts volaient sur le clavier. Les mots jaillissaient, crus douloureux, réels. Il écrivit sur le soleil de Sonora, sur le ranch qui n'existe pas sur les cartes. Sur Elvira, la matriarche a la volonté de faire. Sur la pureté du sang et le prix de cette pureté. Il écrivit sur Isabelle, son rêve de 14 ans, son mariage forcé, sa fuite désespérée, son sauvetage par une police indifférente, sa correction. Il transcrivit des pages entières du journal. L'écriture enfantine racontant les horreurs des adultes. Les bébés réclamés par Dieu. La résignation finale. Parfois, je rêve que je cours, mais je ne me souviens plus où. Il écrivit sur le puits. L'odeur, les eaux, le désespoir d'un secret enfoui. Elle a écrit sur sa visite au parquet, sur l'agent ennuyé, le fruit de l'arbre empoisonné. Les crimes prescrits, le formulaire 3A, le visage de l'indifférence. Ce n'était pas du journalisme objectif. C'était un cri, un coup de poing dans le visage de l'apathie, un acte de rébellion. Quand il eut terminé, le soleil était déjà haut dans le ciel. Il n'avait pas dormi, il n'avait pas mangé, il ne ressentait qu'une profonde fatigue. Et une peur paralysante. Que faire maintenant? Son éditeur ne publierait jamais cela. Il le licencierait sur le champ. Il créa un blog, une plateforme anonyme. Il l'appela « La vérité enfouie ». Simple, direct. Il publie le texte. Les photos qu'il avait prises du journal. Une photo floue du portail du ranch. Il hésita une seconde avant d'appuyer sur le bouton. Le bouton « Publier ». C'était un saut dans le vide. Il savait qu'après cela, rien ne serait plus jamais pareil. Sa vie, sa carrière, sa sécurité. Tout était en jeu. Il pensa à Sophia, à sa main froide, et il appuya sur le bouton. L'article était sur Internet. Flottant dans le vaste océan numérique. Une bouteille jetée à la mer. Santiago éteignit l'ordinateur. Il entra dans la douche et laissa l'eau froide couler sur lui. Il sentait qu'il avait besoin de se nettoyer. Pas de la poussière du désert, mais de la saleté du monde qu'il venait de découvrir. Les premières heures furent d'un silence absolu. Angoissant. Il vérifiait la page toutes les 5 minutes. 0 visite. 0 commentaire. Le monde restait sourd. Le désespoir commença à le ronger. Et si tout cela avait été vain? Puis, cela arriva. Une notification. Un commentaire. Mon Dieu.
Est-ce que c'est vrai? Puis un autre. Je suis à Urès. J'ai entendu des rumeurs toute ma vie. Puis un partage sur un réseau social. Et un autre, et encore un autre. Comme une petite flamme dans un champ sec. Le feu commença à se propager, lentement au début, puis à une vitesse effrayante. À midi, l'article avait été lu 1000 fois. Dans l'après-midi, 10 000 fois. À la tombée de la nuit, 100 000 fois. Les gens le partageaient avec des hashtags. Lignée cachée, puis une justice pour Isabelle. Gilal Sonora caché. Son téléphone a commencé à sonner. Des numéros inconnus. Des journalistes d'autres médias. Nationaux. Êtes-vous l'auteur de La vérité enfouie? Pouvons-nous vérifier cette histoire? Santiago n'a pas répondu. Il a éteint son téléphone. Le monstre qu'il avait créé était trop grand. Il le regardait grandir depuis la sécurité de son appartement, avec un mélange de triomphe et de terreur. Le lendemain matin, l'histoire faisait la une des principaux journaux numériques du pays. La télévision en parlait. Le ranch de l'horreur à Sonora. La famille qui vivait dans un cauchemar endogame. Le nom de la Garza était dans toutes les bouches. Le nom d'Isabelle. Et puis, le téléphone de sa maison a sonné. Celui qu'il n'utilisait jamais. C'était son éditeur. Sa voix n'était ni cynique, ni fatiguée. C'était un mélange de colère et de panique. « Santiago, qu'est-ce que tu as fait ?» Le bureau du gouverneur appelle. Tout le monde appelle. Tu es viré. Il a raccroché. Santiago resta le combiné à la main. Licencié. C'était le moindre de ses problèmes. 1 heure plus tard, on frappa à sa porte. Ce n'était pas un coup léger. C'étaient des coups forts, autoritaires. Santiago regarda par le Judas. 2 hommes en costume. Ils ne ressemblaient pas à des journalistes. Procureur général de l'État, ouvrez la porte, monsieur Mendoza. Son cœur fit un bond. Il ouvrit la porte. L'un des hommes lui montra son badge. L'autre était l'agent du ministère public, l'homme du formulaire 3A. Son visage n'était plus ennuyé. Il était crispé par la colère. « Vous nous avez causé un très gros problème, monsieur Mendoza, » dit l'agent en entrant sans y être invité. « Je n'ai causé aucun problème, » répondit Santiago, essayant de rester calme. « J'en ai révélé un. Obstruction à la justice. Publication de détails d'une enquête non officielle, » aboya l'agent. « Quelle enquête? Vous m'avez dit de remplir un formulaire. Vous m'avez dit que l'affaire était prescrite. Vous m'avez dit qu'il ne ferait rien. » L'agent resta sans voix pendant 1 seconde. Son visage rougit. La pression médiatique nous a obligés à agir. Un juge a émis un mandat de perquisition pour le ranch. Nous y allons aujourd'hui même. « Je m'en réjouis, » dit Santiago avec sincérité. « Ne vous réjouissez pas trop, » répliqua l'agent avec venin. « Vous viendrez avec nous. » En tant que témoin? En tant que suspect, nous pourrions vous accuser d'effraction, de vol de preuves. Nous avons de nombreuses options. Pour l'instant, vous êtes une personne d'intérêt qui nous accompagnera, à moins que vous ne préfériez être arrêté. C'était du chantage, une façon de le contrôler, de s'assurer que le récit officiel serait celui qu'il dicterait. Le système, une fois frappé, ripostait. Il ne cherchait pas la justice. Il cherchait à reprendre le contrôle de l'histoire. Santiago acquiesça. Il n'avait pas d'autre choix. Il quitta son appartement, escorté par les 2 hommes. Dans la rue, il y avait un convoi de véhicules de police, des caméras de télévision, des journalistes. Le cirque médiatique était arrivé. Ils le firent monter dans un véhicule banalisé. L'agent s'assit à côté de lui. « Vous auriez dû remplir le formulaire », lui murmura l'agent, alors que le convoi se mettait en route.
Vous auriez dû faire votre travail, répondit Santiago. Le trajet de retour vers le ranch fut surréaliste. Un convoi de patrouilles et de camionnettes du parquet soulevait un nuage de poussière sur la route désertique. La nouvelle qu'il avait déclenchée le ramenait maintenant au cœur de l'horreur. Non pas en tant que journaliste, mais en tant que pion dans le jeu du système. À leur arrivée, le portail en fer était ouvert. Personne n'était là pour les accueillir. Le ranch était silencieux, un silence différent de celui de la dernière fois. Ce n'était pas un silence oppressant. C'était un silence vide, le silence de l'abandon. Les agents se déployèrent sur la propriété. Ils entrèrent dans la maison. Santiago resta dehors, gardé par un policier. Il regarda vers le porche. Les rocking chairs étaient vides. Ils se balançaient légèrement dans le vent, comme des fantômes qui faisaient leurs adieux. Un agent sortit de la maison, pâle. Elle est vide. Ils sont tous partis. L'agent responsable, l'ennemi de Santiago, jura à voix basse. Fouillez partout. Ils ne peuvent pas être loin. Santiago savait qu'il se trompait. Il s'était évaporé, comme s'il n'avait jamais existé. Elvira de la Garza connaissait ce désert mieux que quiconque. Elle en connaissait les secrets, ses cachettes. Elle avait eu 24 heures d'avance. Une éternité. Les agents fouillèrent la maison. Ils trouvèrent la salle avec les portraits aux yeux blancs. Ils trouvèrent les chambres austères, les lits parfaitement faits. Dans la cuisine, le repas était à moitié préparé sur la table, comme s'il s'était évaporé au milieu du dîner. Mais ils ont trouvé autre chose. Dans l'une des pièces du fond, qui ressemblait à une salle de classe improvisée, ils ont trouvé une femme. Elle était assise par terre, dans un coin. Elle serrait ses genoux dans ses bras. Elle était vieille et fragile. Ses cheveux étaient clairsemés et gris, et elle avait le regard perdu. Le regard de quelqu'un qui n'a pas vu la lumière du soleil depuis des décennies. Un ambulancier s'est approché d'elle avec précaution. « Madame, comment vous appelez-vous » La femme n'a pas répondu. Elle se balançait simplement d'avant en arrière. L'ambulancier a insisté. « Nous sommes là pour vous aider. » « Savez-vous où se trouve Elvira de la Garza? Savez-vous où sont les autres ?» La femme leva les yeux. Son regard se posa un instant sur l'ambulancier. Puis, elle prononça un seul mot. Un mot qui glaça le sang de toutes les personnes présentes. « Maman. » Ce n'était pas l'une des petites filles. C'était l'une des filles d'origine. L'une des sœurs de la mère d'Isabelle. Une femme qui devait avoir 60 ans et en paraissait 90. Abandonnée. Laissée pour compte parce qu'elle était trop vieille. Trop inutile pour fuir. Santiago ressentit une douleur aiguë dans la poitrine. C'était une victoire vide de sens. Il avait exposé l'horreur, certes. Mais les monstres s'étaient échappés. Et ils n'avaient laissé derrière eux que leurs victimes les plus brisées. Les fantômes. Ce soir-là, l'actualité était autre. La matriarche du clan de la Garza et ses partisans prennent la fuite. Une chasse à l'homme massive commence dans le désert de Sonora. Santiago fut libéré. La pression médiatique rendait impossible son maintien en détention. Il devint le journaliste héros qui avait révélé l'affaire. Une étiquette qui ne lui allait pas du tout. Il ne se sentait pas comme un héros. Il se sentait comme un échec. Il n'avait sauvé personne. Il était arrivé trop tard. Des décennies trop tard. Les jours suivants furent un tourbillon. Interview. Conférence de presse. Le parquet, qui l'avait auparavant méprisé, le présentait désormais comme un collaborateur clé. Le système, expert en survie, s'appropriait son histoire. Il la réécrivait pour se donner bonne conscience.
pour se montrer efficace, juste. Mais Santiago connaissait la vérité. Dans la solitude de son appartement, une question le hantait. Où était Sofia? Où était la jeune fille à la cicatrice en forme de larme? Avait-elle réussi à s'échapper avec Elvira? Ou bien son petit acte de rébellion, le petit bout de papier dans la main de Santiago, lui avait-il coûté la vie? Peut-être son corps gisait-il désormais au fond d'un autre puits. Un puits que personne ne trouverait jamais. C'était un doute qui le rongerait à jamais. La victime anonyme d'une victoire à la Pyrrhus. Le visage silencieux du véritable coup de la vérité. Le système avait finalement gagné. Il avait transformé une tragédie humaine en spectacle médiatique. Et une fois les caméras éteintes, tout reviendrait à la normale. Le dossier serait classé. Et le désert garderait, une fois de plus, ses secrets. Car certaines réalités sont trop taboues pour être exposées trop longtemps. Trop sombres pour supporter la lumière. Le système le sait. Et sa fonction principale n'est pas d'éclairer, mais d'éteindre à nouveau la lumière, de classer l'horreur, et d'attendre que nous oublions tous. Je suis Matteo Del Valle, et rendez-vous dans le prochain épisode de Réalité interdite.